21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Bonsoir, la grève à la SNCF est entrée dans le dur avec un risque social élevé pour le gouvernement. On en parle dans Tout est politique sur France Info jusqu'à 22h à la radio et à la télé sur le canal 27 de la TNT avec nos invités. Marie Lebec, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée La République En Marche des Yvelines. Avec nous, Fabien Di Filippo, bonsoir à vous. Bonsoir. Député Les Républicains de la Moselle, secrétaire général adjoint de LR, quand vous avez le temps, vous m'avez dit hors micro. Avec nous également, bonsoir Michel Larive et bienvenue. Bonsoir. Député La France Insoumise de l'Ariège. Et avec nous également mon complice Bruno Cotresse. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Chercheur CNRS au CEVIPOF et vous enseignez à Sciences Po. Comme d'habitude, vos réactions, comme vous le faites tous les soirs, sur Twitter, #TEP. Dans le dur, donc, 34% des cheminots ont cessé le travail aujourd'hui. Selon la direction, en réalité, il y a eu près d'un gréviste sur deux, 48% parmi les agents indispensables à la circulation des trains. Des chiffres évidemment contestés par les syndicats. En réalité encore, 77% chez les conducteurs, 69% chez les contrôleurs. Le trafic ferroviaire restera très perturbé demain, mercredi, avec un TGV sur 7 seulement, un TER et un Transilien sur 5. Et pour les usagers, les clients, comme les appellent les responsables de la SNCF, la journée n'a pas été simple. Les quais sont tellement bondés que certains n'ont pas hésité à traverser les voies à pied. Dans cette gare parisienne ce matin, voyage compliqué pour des centaines d'usagers. Ah mais c'était horrible. Horrible. Difficile, évidemment. C'est vraiment c'est la galère quoi. Franchement, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, tour de table rapide, Marie Lebec de La République En Marche. Qu'est-ce que vous inspirent ces témoignages ? C'est extrêmement agaçant, effectivement, pour des milliers de personnes, des millions de personnes qui veulent se rendre à leur travail et qui n'ont pas le choix que de s'y rendre. Parfois, on peut faire du télétravail, mais pas toujours. Et je pense que c'est des conditions de transport qui sont compliquées et qui, du coup, ont un impact aussi sur votre journée de travail. Michel Larive, même question. Est-ce que vous trouvez que c'est trop dur pour les usagers du train ou alors... c'est un mal nécessaire. Mais écoutez, bien sûr que c'est dur. Vous voulez prendre un train, il n'y en a pas bien sûr, mais à qui la faute? Le gouvernement doit entendre les revendications légitimes des gens qui... Vous savez, les grévistes font pas grève pour le plaisir, ils perdent de l'argent. Ils sont là, en plus, je crois que c'est un mouvement d'ampleur, et je crois que c'est un mouvement bénéfique pour... c'est un mouvement salutaire pour les services publics. Je pense qu'il faut... Vous diriez quoi, mal nécessaire, c'est ça ? C'est pas une question de mal, c'est une question, je pense qu'on arrive au bout de quelque chose, d'un agacement total de la population. Et là, les gens disent non, de toute manière, on n'en peut plus. Et je crois que les cheminots font ce que nous devons tous faire, c'est-à-dire que ils prennent leur droit de grève. Et j'en suis désolé pour les gens, mais il y a une solution pour que ça s'arrête, c'est que le gouvernement entende leurs revendications. On va y venir largement. Fabien Di Filippo, nous installons ce débat. Même question, quand vous entendez ces témoignages, que vous voyez ces images, que dites-vous ? Ouais, effectivement, aujourd'hui on a forcément une pensée pour ces millions d'usagers qui ont eu beaucoup de difficultés, soit à rentrer chez eux, soit à aller au travail, et qui payent au prix fort cette paralysie des transports. De notre côté, bien entendu, on souhaite une réforme profonde de la SNCF, mais pas comme le propose le gouvernement, une réforme minimale qui, au regard de sa méthode désastreuse des ordonnances, engendre un désordre maximal. Il faut davantage de concertation et au moins avancer sur des vraies réformes. Alors, on va entendre Bruno Cotresse dans un instant. D'abord, Fabien Di Filippo, vous avez interpellé aujourd'hui, au nom des Républicains, Édouard Philippe, lors de la séance des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale. Vous avez dit, grosso modo, vous me corrigez, réforme minimale qui engendre un désordre maximal. Et voici ce que vous a répondu le Premier ministre. Je respecte les grévistes. Ils ont le droit de grève. Et aucun d'entre nous ici n'accepterait que ce droit de grève ne soit mis en cause. Mais reconnaissez avec moi, monsieur le député, que si les grévistes doivent être respectés, les millions de Français qui veulent aller à leur travail, parce qu'ils n'ont pas le choix, parce qu'ils veulent aller travailler, doivent également être respectés. Que les millions de Français qui veulent se déplacer doivent également être entendus. Ceux qui veulent aller travailler, qui veulent continuer à vivre, à travailler, à bénéficier de leur liberté constitutionnelle d'aller et venir,
ceux-là aussi, monsieur le député, ont le droit à notre respect. Et je voudrais, permettez-moi de le dire, les saluer, car ils ont des jours difficiles devant eux, la grève ayant été organisée pour porter un impact maximal aux usagers et aux clients de la SNCF. Bruno Cotresse, c'est la dualité permanente dans ce type de situation. Oui, bien sûr, on retrouve le Premier ministre au fond dans un style de discours et dans un type d'argument tout à fait classique. On pourrait reprendre d'autres premiers ministres de la Ve République qui, dans les mêmes situations, tiennent à peu près les mêmes discours, quasiment mot pour mot, en se situant du côté des usagers. Et on va toujours revoir dans ce type de situation un peu le même psychodrame à la française, c'est-à-dire le Premier ministre dit que le droit de grève est évidemment pas remis en cause, mais que les usagers souffrent beaucoup. Chacun dans son rôle, finalement. Les médias vont montrer des usagers à qui on tend le micro pour dire que ça a été la galère aujourd'hui. Donc chacun, d'une certaine manière, rejoue un peu un drame national qu'on connaît très très bien en France. Et d'une certaine manière, je dirais que l'œil de l'analyste, pour moi, consiste à souligner justement qu'on a le sentiment de ne pas arriver à en sortir de ce point de vue-là et que ça traduit quand même des choses qui sont intéressantes sur le fond de l'état du dialogue social en France. Un mot, Fabien dit Philippot, vous avez dit réforme minimale. Pourquoi dites-vous cela? C'est quand même une grande réforme, non? Il y a beaucoup de choses dans... Oui, parce que vous avez ressorti de mon intervention une seule expression, mais derrière, on le voit bien, le Premier ministre cède à des facilités. Laurent Sallier, votre porte-parole, disait réformette hier soir sur ce plateau. Hein. Oui, je pense qu'elle est tout à fait dans le vrai. Et si vous aviez montré la totalité de mon intervention, vous auriez vu que j'ai interpellé le ministre sur bien des points du fond de la réforme sur lesquels il ne répond pas. Oui. Et donc, si vous me dites qu'on y viendra après, je les évoquerai tout à l'heure. Mais en tout cas, moi, je souhaite qu'on sorte de la dualité que vous évoquez et de ce dialogue de sourds permanent et qu'on rentre dans le fond des choses pour voir ce qu'apporte réellement cette réforme et ce qu'elle permet. Et si on va sur la dette de la SNCF, sur la retraite des cheminots, sur un certain nombre de choses, on voit qu'il n'y a aucune avancée. Allez, 21h10 sur France Info, le rappel de l'info avec vous, Marie Rouarche. Un deuxième jour de grève à la SNCF assez similaire au premier. Les gares devraient rester aussi désertes qu'aujourd'hui, avec un TGV sur 7 en circulation et un TER et un Transilien sur 5. Attention, le mouvement devrait encore avoir des répercussions sur le trafic. Jeudi, Philippe Martinez, numéro 1 de la CGT, appelle Emmanuel Macron à se déboucher les oreilles pour entendre le très grand mécontentement social. 2700 personnes ont participé cet après-midi à une manifestation à Paris en soutien aux cheminots, chiffre de la police. Parmi des étudiants mobilisés contre la réforme de l'accès à l'université. Des affrontements ont opposé manifestants cagoulés et CRS en marge du cortège. Plusieurs vitrines de magasins ont été brisées. Les policiers pourront peut-être bientôt sanctionner les usagers de stupéfiants, de cannabis notamment, avec une amende de 300 €. C'est en tout cas la mesure que veut instaurer le gouvernement. Elle figurera dans le projet de loi de réforme de la procédure pénale présenté dans les prochains mois. Une mesure simplifiée et rapide, selon la garde des Sceaux, Nicole Belloubet. L'aveu du laboratoire britannique chargé d'analyser la substance qui a empoisonné Sergueï Skripal. Impossible de déterminer sa source et donc de le relier pour l'instant à la Russie. Le Royaume-Uni a immédiatement répliqué en disant qu'il dispose d'autres sources de renseignements pour attribuer la responsabilité de cette attaque à Moscou. En ce moment, les premiers quarts de finale de la Ligue des Champions. 2 matchs en cours, Juventus Turin, Real Madrid et FC Séville, Bayern Munich. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Alors la CGT veut repartir d'une feuille blanche à la SNCF et son leader, Philippe Martinez, a répondu au porte-parole de La République En Marche, Gabriel Attal, qui avait déclaré hier lundi qu'il fallait sortir ce pays de la gréviculture, je le cite. Voici ce qu'en a dit ce matin le secrétaire général de la CGT sur France Inter. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est, j'allais dire, pour quelqu'un qui se prétend moderne, c'est des propos qu'on entend qui sont vieux comme le monde, ou vieux comme les hommes politiques. Premièrement, nous proposons un projet moderne pour la SNCF, très moderne. Je vois pas où est le conservatisme. Et puis, l'agréviculture, je ne sais pas ce que ça veut dire. Dans tous les pays du monde, là où c'est... autoriser le droit de grève, parce que malheureusement, il est remis en cause dans beaucoup de pays. Quand les négociations n'aboutissent pas, eh bien, il y a grève. Le dernier exemple est l'Allemagne. On cite souvent l'Allemagne. Marie Lebec, Guillaume Pépi disait cela, gréviculture, mais c'est un mot plus ancien en réalité. C'est peut-être pas le mot qu'il fallait, non ? Mais c'est pas, je pense qu'on n'est pas dans une logique de ce qu'on disait tout à l'heure. On n'est pas en train d'opposer les grévistes ou dire que les grévistes n'ont pas le droit de contester l'esprit oui, de la mais grève. parce que ce qui est extrêmement agaçant en fait dans cette situation, c'est-à-dire que les négociations sont en cours.
on le voit, par exemple, il y a eu des évolutions et donc qui prouvent que les négociations marchent, puisqu'on est passé pour certains sujets d'une décision par ordonnance à des amendements inscrits en dur dans le texte, c'est-à-dire qu'ils seront débattus à l'Assemblée nationale. Donc on avance et parallèlement à ça, on a une grève pour arguant qu'il n'y a pas de négociation, qu'il n'y a pas de concertation possible, alors qu'il y a quand même 70 rencontres qui ont été menées par le gouvernement. Les parlementaires ont rencontré l'ensemble des partenaires sociaux dans le cadre des rapports qui ont été faits en vue des débats que nous avons actuellement. Donc effectivement, on peut pas... Vous pensez qu'il y a eu le temps de la pédagogie auparavant suffisant ou pas? Non, je pense qu'on est actuellement en train de négocier et de se concerter et de rencontrer l'ensemble des acteurs et que parallèlement à ça, il y a un groupe de leaders qui s'opposent à toute négociation possible et qui du coup organisent et structurent la grève. On ne remet pas en cause le droit de grève, mais quel dommage de rentrer en grève alors même que la négociation n'est pas finie. Michel Larive, que répondez-vous à cela, vous, pour la France insoumise? Non, il n'y a pas de négociation. La feuille de route est établie et on dit voilà comment ce sera. Et ensuite, on dit bon, maintenant on va discuter. Mais dans l'ordre des choses, d'abord on négocie, on discute et ensuite on établit derrière des négociations, derrière le constat d'une négociation, on établit une feuille de route. Là, c'est absolument l'inverse. Donc, mais puis moi j'aimerais bien qu'on rentre dans le. Alors dans pour le vous, fond, quel serait le point le plus important, selon vous, qui est le plus compliqué à gérer, ou le plus évident, selon vous? Mais je me demande pourquoi on veut réformer cette SNCF. Pourquoi la réformer? Globalement, vous dites ça, généralement. Oui. Pourquoi vous voulez la réformer, la parce SNCF? que, monsieur Larive, si on ne la réforme pas, l'ouverture à la concurrence va avoir lieu en 2019. Mais c'est juste pour ça. Mais alors pourquoi vous voulez toucher aux cheminots? Mais parce que, monsieur Larive, si on ne réforme ce que pas vous la voulez, SNCF... c'est essayer de donner un package à quelqu'un qui va pouvoir s'en emparer lorsque vous privatiserez. C'est-à-dire que on aura là un statut qui sera le même statut pour tout le monde. On pourra effectivement faire de ces salariés ce qu'on fait avec le reste des salariés français. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les inclure dans la case du travail. C'est choquant qu'il y ait... Non, mais je vois pas en quoi c'est choquant vous allez dire ça à millions de personnes. Chacun son tour. Et donc, je vois pas en quoi changer le statut des cheminots va arranger la SNCF, puisque c'est pas du tout ça qui grève le budget de la SNCF. C'est peut-être la gestion, parce qu'il faut savoir quand même que 46 milliards de dettes, mais par contre 49 milliards de péages. Alors, je sais pas comment c'est géré. Je ne sais pas comment M. Pépi a géré ceci, mais si on additionne les deux chiffres, on va très très loin. Donc là, on a vraiment un réel problème. Quand la seule problématique qui est posée, c'est ce que vous avez dit, c'est l'injonction de l'Europe à la concurrence. Mais ce que vous avez fait une exception pour l'Île-de-France. Pourquoi vous ne le faites pas? Vous ne faites pas cette exception pour toutes les régions. Il y a beaucoup de choses. On ne peut pas faire cette exception pour toutes les régions. Et au niveau national, faire comme fait la Deutsche Bahn. La Deutsche Bahn a 99% du monopole des grandes lignes en Allemagne. Alors, beaucoup de choses dans votre question. Vous qui regardez tout le temps vers l'Allemagne, ben voilà, on peut essayer de regarder ce que font les Allemands là-dessus. Marie Lebec, sur la question de la privatisation possible à terme de la SNCF, c'est l'élément central. Voilà. Est-ce que le statut de société nationale qui figure, j'imagine, dans le projet de loi, me garantit au fond que la SNCF restera tout ou partie dans le domaine public? Tout à fait. Et oui, c'est le cas. La SNCF restera une société publique. J'ai trop de respect pour Monsieur Larive pour dire que c'est fake news de dire que c'est de la privatisation. Non, mais j'étais ce matin encore avec. Non, s'il vous plaît, Monsieur Larive, laissez-moi parler. J'étais avec Bruno Le Maire ce matin pour parler des résultats de l'attractivité qui sont d'ailleurs excellents. Et on a parlé justement. Il a réaffirmé sa volonté d'avoir une SNCF qui soit une grande société publique. Et donc le statut va effectivement évoluer pour passer une société publique avec des actions détenues par l'État, mais ce n'est pas il n'y aura pas de privatisation. Je veux dire, on ne peut pas aller sur tous les plateaux. Certaines lignes seront privatisées tout de même. Non, mais pas certaines. Il y aura une ouverture. Il y aura à la concurrence sur un réseau qui restera national. Exactement. La possibilité pour d'autres acteurs d'intégrer le réseau français. Alors regardez bien la chose, hein. ça veut dire quand même socialiser les pertes et privatiser les profits. C'est-à-dire que vous allez faire comme pour les autoroutes, vous allez offrir une infrastructure à un opérateur privé. Mais en plus, ça ne vous appartient pas, c'est au peuple français, c'est comme tout le reste. Vous faites des choses que peut-être qu'un jour les Français vous demanderont des comptes sur ces choses-là. Hein. Fabien Di Filippo, est-ce que vous partagez les inquiétudes de Michel Larive sur l'avenir de la SNCF ou pas? Vous, chez les Républicains? Pas réellement, mais il faut qu'on puisse aller au fond du débat. Et moi, j'aimerais que ce soir, on sorte d'une certaine hypocrisie. Quand le gouvernement dit oui, il y a de la concertation, etc., tout est débattu, il faut savoir que sur les 8 articles, il y avait 8 ordonnances qui étaient prévues au départ. Voilà. Alors, ce week-end, dans la panique, Madame Borne
et on en reparlera tout à l'heure parce qu'elle est incapable de nous dire ce que va devenir la dette de la SNCF. Madame Borne dit sur le passage à la concurrence, on va passer sur des amendements effectivement, mais que sans doute elle a rédigé elle-même. Donc ça ne laisse pas beaucoup de marge de manœuvre au Parlement pour travailler, mais surtout à un moment donné, il faut dire les choses. Dans cette loi, il n'y a rien qui concerne le problème de la dette colossale de 47 milliards d'euros de la SNCF, rien sur le financement des retraites et le régime spécial des cheminots qui coûte plus de 3,3 milliards d'euros par an à l'État, rien sur ce qui concerne vraiment les pauvres usagers qu'on a vus tout à l'heure et qui se demandent tous les jours si leur train va arriver à l'heure et pour l'amélioration du service. Pour tout ça, il n'y a absolument rien du tout. Donc à un moment donné, il faut aussi sortir d'une autre hypocrisie. On n'a pas un président aujourd'hui qui est un président réformateur. On peut le dire plus de 11 mois après son élection. On a pour l'instant un président anxiogène. Qu'est-ce qui a changé vraiment dans le quotidien des Français depuis son élection, hormis les hausses de CSG, hausses de taxes, bientôt route à 80 km/h? Absolument. Marie Lebec, répondez. On entendra Bruno Cotresse ensuite. Allez-y, répondez. Non, mais sur les affirmations de M. Di Filippo, moi je m'étonne beaucoup de la position des Républicains, parce que tout à l'heure j'étais à la Commission des Affaires économiques où on a participé justement au débat sur les articles 2, 3 et 4 et notamment les amendements qui seront rattachés sur ces articles-là, sur le fond dont vous parliez tout à l'heure. La discussion a pu avoir lieu, même si on ne les a pas débattus, puisque c'est la Commission développement durable qui est saisie pour le fond. Mais moi je m'étonne parce que M. Fasquelle, qui est quand même votre collègue, parle d'inquiétude sur les réformes, du fait que c'est trop, que les régions ne seront pas capables, qu'on n'en veut pas, qu'on veut pas. Et vous tenez un discours qui est complètement inverse en parlant de l'ouverture de la réforme du statut des cheminots, de la réflexion autour des retards. Je pense qu'on le partage tous. La qualité du service s'est énormément dégradée. Donc moi, je ne sais plus quelle est la position des Républicains aujourd'hui, puisque vous n'êtes pas du tout sur la même ligne. On évoque les mêmes inquiétudes. Je ne vois pas ce qu'il y a de différent entre la position de M. Fasquelle et la mienne. En dehors de vous entendre dire que c'est une réformette, on n'entend pas beaucoup de propositions. Il n'y a rien dans ce texte et que vous voulez refiler les petites lignes, les faire peser sur les régions. Et là, il a raison de s'inquiéter parce qu'à terme, c'est leur pérennité qui est mise en cause au moment où vous demandez des efforts financiers sans précédent à ces collectivités locales. On va poursuivre dans un instant. On va entendre Bruno Cotresse là-dessus, sur ce dialogue, ou ce non-dialogue autour de la SNCF. Mais pour l'heure, il est 21h20. Le retour de l'info avec vous, Marie Rouarche. Statu quo dans les gares demain, au deuxième jour de la grève contre la réforme de la SNCF. Les prévisions de trafic sont assez similaires à celles d'aujourd'hui. Comptez sur un TGV sur 7 en circulation, 1 sur 10 vers le sud-est, un TER et un Transilien sur 5. Pagaille sur les rails, pagaille dans les airs aussi à cause de la grève chez Air France, la 4e en un peu plus d'un mois pour la hausse des salaires, mais aussi et surtout à cause d'une panne du système de gestion du trafic aérien partout en Europe. La moitié des vols ont subi des retards aujourd'hui. Le nombre de décollages autorisés reste limité tant que la panne n'aura pas été résolue. La compagne du terroriste de l'Aude reste bien en prison. La jeune femme avait demandé un débat différé sur son placement en détention provisoire après sa mise en examen le 27 mars dernier. Le juge des libertés a donc confirmé son incarcération jeudi dernier. Tous les barrages n'ont pas encore été levés à Mayotte, notamment celui qui empêche l'accès au principal port au nord de l'île. Les manifestants n'ont pas obéi à l'appel de la majorité des syndicats et du collectif de citoyens qui mènent la contestation depuis 6 semaines. Ils réclament des assurances de l'État sur les engagements du nouveau préfet, notamment en termes de lutte contre l'immigration clandestine. La tension ne retombe pas à la frontière entre la bande de Gaza et Israël. Un jeune Palestinien a été tué par des tirs israéliens aujourd'hui, là même où 17 autres Palestiniens ont été abattus vendredi au cours d'une marche qui se voulait pacifique. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Merci Marie. On va entendre dans un instant Elisabeth Borne, mais tout d'abord Bruno Cotresse, dialogue impossible. Oui, d'une certaine manière, dialogue impossible, parce qu'au fond, à travers les questions de la réforme de la SNCF, ce qui est vraiment très très intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des enjeux beaucoup plus importants qui sont derrière. On voit d'abord, il y a la question de comment les oppositions peuvent reprendre pied dans la France de l'après-élection d'Emmanuel Macron et jouer leur rôle d'opposants. On est en démocratie, il faut bien que les oppositions jouent leur rôle d'opposants. Et on voit que du côté de la France insoumise, ou du côté de l'opposition de gauche, on est sur le thème, on vient amener le débat sur le thème de qu'est-ce que c'est qu'un bien public aujourd'hui dans la France d'aujourd'hui et quels sont les moyens et quelles sont les finalités. Est-ce qu'un bien public, c'est un service public servi par des agents qui ont un statut particulier ou est-ce qu'un bien public,
C'est un autre service qui peut être indépendant, au fond, des statuts des personnes qui les exercent. Et puis du côté des Républicains, on voit qu'on est sur le thème, au fond, Emmanuel Macron, le président qui décide de tout depuis en haut, et on est du côté des territoires aussi beaucoup. Je trouve que c'est très intéressant. On est bien, je trouve, dans le rôle des oppositions, d'essayer de retrouver du grain à moudre et des angles d'attaque pour critiquer le pouvoir. Et ils jouent tout à fait leur rôle, et c'est très bien, on est en démocratie, c'est une démocratie vivante. Par contre, je trouve que cette belle démocratie vivante, pour le moment, elle peine à trouver un bon rythme de croisière sur le dialogue social. Est-il bien normal que dans ce pays, on revive régulièrement cette scène de dialogue de sourds sur des enjeux qui sont aussi des majeurs, enjeux fondamentaux pour la vie de chacun? Alors, je vous propose, très bonne intervention, mon cher Cotteresse, d'écouter à présent ce qu'a dit ce matin la ministre des Transports, Elisabeth Borne, qui était l'invitée de BFM TV et qui a dénoncé ce qu'elle appelle des contre-vérités. Certains veulent très clairement politiser le débat. Quand on annonce des contre-vérités, quand on vous dit la SNCF va être privatisée, c'est faux. Quand on vous parle de casse du service public, c'est faux. Quand on veut faire l'amalgame avec d'autres conflits, on voit bien que certains essayent effectivement de politiser le débat. Je le dis clairement, c'est pas l'intérêt des cheminots. Michel Larive, elle dit c'est faux, la ministre, sur certains aspects que nous avons développés à l'instant. Est-ce que vous entendez ce discours ou est-ce qu'elle commet elle-même des mensonges publics à ce moment-là ? Je ne vais pas avoir l'audace de dire ceci, mais je suis tout à fait d'accord avec vous, monsieur. Oui. C'est que chacun est dans son rôle. Elle est obligée de dire ceci, mais on sait très très bien que non, effectivement, c'est faux, puisque on voit l'exemple de GDF, d'EDF, voilà. Donc, lorsqu'on a commencé à ouvrir, c'est ce que vous redoutez au fond oui, le plus, bien sûr, c'est ça, mais c'est ce qui va se passer. Une sorte de démantèlement d'un service public. Ce serait vraiment prendre les gens pour des imbéciles que de ne pas voir ce qui va se passer. C'est exactement ce qui va se passer. Et voilà, donc on peut pas... Alors, Marie Lebec, que répondre à Michel Larive des Insoumis? Est-ce que le gouvernement est en mesure d'assurer que cette SNCF va rester un grand service public à la française, ce qu'elle est toujours aujourd'hui, hein? Elle va pas dire non. Alors, non, mais comment l'assurer? On va pas faire de la comment l'assurer? Comment l'assurer? Comment mettre ça dans le marbre? On l'assure puisque le statut de la SNCF fait partie des ordonnances. Donc c'est un engagement du gouvernement. Donc voilà, après on va pas faire de la politique fiction à 20 ans. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, ce qui est prévu par la majorité, c'est sur le statut de la SNCF de maintenir le statut public. Mais il y a beaucoup d'autres choses. Je veux dire, on parle de casse sociale, c'est faux. Je veux dire, les cheminots qui sont actuellement en poste ne verront pas leur statut évoluer. Ceux qui changent qui basculent vers d'autres entreprises partent avec un sac à dos social. Ceux qui sont recrutés, les nouveaux... Pourquoi stigmatiser tout le temps le privé contre le public, le machin et tout? Et là, on a trouvé une population, ce sont les cheminots. Personne ne stigmatise, monsieur Vous Larive. avez qu'une obligation, c'est de vous mettre en accord avec l'Europe. C'est tout. Mais pourquoi aller monsieur Larive, personne ne vous dit... Ou si vous aviez entretenu, il n'y aurait pas de déficit si vous aviez entretenu depuis 30 ans les réseaux. Là, par contre, au lieu de faire de super infrastructures, avec des gares TGV au milieu de champs de betteraves ou des choses comme ça, vous comprenez? Donc, si on avait entretenu effectivement le réseau... Ça fait aussi partie du développement du train, peut-être. Oui, d'accord, mais enfin, attendez... mais monsieur Larive, pourquoi est-ce que vous opposez systématiquement grande ligne TGV à desserte fine du territoire? Mais c'est pas une opposition. Le problème, c'est que 90% des finances ont été captées par ces grandes lignes. 90% des finances ont été captées par ces grandes lignes. Mais écoutez, Bretigny, je l'ai pas inventé quand même. Personne ne dit ça. Vous voyez ce que je veux dire, c'est-à-dire qu'il y a quand même un entretien des lignes qui n'a pas été fait. Ce n'est pas ce que je vous dis, monsieur Larive. Mais oui, moi, c'est ce que je vous dis. Oui, mais d'accord, mais vous m'opposez grande ligne desserte de TGV. Je ne les oppose pas, je dis qu'on a mis tout le Mais si, parce que vous me dites, on a tout fait sur le TGV, à côté de ça, on n'a pas entretenu les réseaux. Il n'y a pas d'égalité du territoire quand on travaille que sur les TGV, les LGV. La France, c'est pas seulement Toulouse, Paris, Marseille, Brest. Mais personne ne dit ça, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on donne la compétence aux régions qui seront... C'est vachement bien, comme ça au moins... Mais elles sont déjà autorités organisatrices de transport. L'État, encore une fois, se défausse sur les régions de manière à ce qu'elles prennent en charge, elles, le réseau, et que le privé, lui,
Pas du tout. engrange les bénéfices. Vous savez d'ailleurs. L'infrastructure et le réseau. Attendez, il vous reste quelques secondes avant la coupure, on en reparle après, je vous rassure. Encore quelques mots, Marie Lebec? Non, mais juste un mot. Oui, très rapidement. D'ailleurs, on va faire une modulation sur les péages pour que les lignes qui sont les moins attractives bénéficient justement d'intérêt des nouveaux opérateurs par rapport aux grandes lignes dont les péages seront plus importants. Donc, vous voyez, il y a une modulation. Allez, on marque une pause, 21h28 sur France Info, dans toutes les politiques, la météo, le retour de l'info, et on reparle ensuite, je vous rassure, de la SNCF. À tout de suite. La deuxième partie de Tout est politique sur France Info avec nos invités Marie Lebec, députée La République En Marche des Yvelines, Fabien Di Filippo, député Les Républicains de Moselle, Michel Larive, député La France Insoumise d'Ariège, Bruno Cotresse, chercheur au CNRS, au CEVIPOF, enseignant à Sciences Po. On l'a entendu, il y a eu des manifestations dans Paris, quelques milliers de personnes, quelques heures aussi, des interpellations, il y en a eu 5. Jean-Luc Mélenchon a rejoint d'ailleurs un instant la manifestation parisienne à la gare de l'Est avant de se faire un petit peu huer par la foule. Je me tourne vers vous, Michel Larive. Est-ce que la gauche de la gauche, la France Insoumise, essaie de coller au mouvement une fois de plus ? Non, le mouvement, comme vous le savez, comme tout le monde le sait, il appartient à personne. On est là dans un mouvement où tout le monde dit, écoutez, il n'y a pas que les cheminots, il y a la SNCF, Air France, les EHPAD, la collecte des déchets publics, l'électricité, le gaz, les étudiants, tout le monde est dans la rue. Il y a un ras-le-bol qui s'exprime. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas les bienvenus ? Il y a eu des sifflets, mais non, etc. je ne sais pas qu'on n'est pas les bienvenus. Mais non, c'est pas parce qu'il y a un nanar qui dit comme ça, ni Dieu, ni maître, ni Mélenchon. Il faut savoir si Mélenchon est son Dieu ou son maître, je ne sais pas. Mais non, il y en a un qui dit ça. Vous savez pourquoi il part, Mélenchon ? Parce qu'il est 15h et qu'il y a les questions au gouvernement. J'en ai parlé avec Caroline Fiat, qui était avec lui. J'ai dit, c'est passé quelque chose. Elle m'a dit, mais non, il fallait qu'on rentre parce qu'il y a les questions au gouvernement et parce que les gens qui étaient là-bas sont des députés qui sont venus écouter M. Di Filippo, notamment. Donc voilà, c'est la seule chose. Nationale. Et après, qu'on fasse... Alors vous savez, ça aussi, ça c'est BFM. Je crois que la meilleure information de BFM aujourd'hui, c'est quand les cheminots l'ont occupé, quoi. C'est ça. Là, vous aviez effectivement une véritable... Info, oui, mais justement, c'est pour ça. Alors... Donc si c'est eux qui disent ça, c'est pas bon, ça va, quoi. C'est une espèce de feuilleton qu'on monte en aiguille, comme ça, non. Vous savez, de l'autre côté, vous auriez vu, de l'autre côté, il a été plutôt acclamé. Mais c'est comme ça. Mais enfin, c'est parce qu'on cherche, nous, on est dans la rue avec les gens qui, légitimement, se posent d'énormes questions sur leur avenir, c'est normal. Fabien Di Filippo, vous vouliez réagir ? Oui, bon, je suis d'abord très honoré que M. Mélenchon accorde autant d'importance à ce que je puisse dire dans l'hémicycle. C'est la démocratie qui s'exprime. Ce que je veux dire, c'est que ce qu'il faut comprendre par rapport aux images qu'on vient de voir, c'est qu'il y a une colère qui est en train de se cristalliser dans le pays et sur différents mouvements. Parce que si on ne réforme pas dans l'équité, ou si on n'a pas dit les choses très précisément avant de le faire, quand vous voyez les discours très poreux et très attrape-tout d'Emmanuel Macron, il y a légitimement un certain nombre de Français qui peuvent se sentir volés par ce qui a été fait. Moi, j'incarne une opposition, celle des Républicains, qui n'est pas sectaire. On examine le contenu des projets, on essaye de les améliorer quand on veut bien nous écouter, et sans état d'âme. Or, ce soir, moi, je suis un peu déçu, parce qu'on a un peu le temps, et j'attendais de la part de Madame Lebec plus de sagacité que de la part du Premier ministre pour m'apporter des réponses sur les questions que j'ai posées, et des questions de fond, à savoir en quoi cette réforme, que nous on appelle réformette et qu'on assume d'appeler petite réformette, même si elle cause beaucoup de dommages pour les usagers, elle répond au défi de la dette colossale de 47 milliards d'euros de la SNCF, quid du régime spécial de retraite des cheminots qui coûte très cher, quid des préoccupations des usagers. Moi j'attends de sa part des réponses très concrètes. On va vous solliciter, Marie Lebec. D'abord, je voudrais vous soumettre ce qu'a dit ce matin Richard Ferrand sur Public Sénat, le patron du groupe La République En Marche, votre président, Marie Lebec, qui était l'invité de Territoire d'Info, qui s'en est pris à ce qu'il appelle des agitateurs. On l'écoute. Il y a certains, mais ils sont totalement minoritaires, qui veulent jouer un troisième tour de la présidentielle, en quelque sorte. Mais la plupart des cheminots, certains ont des inquiétudes. Ensuite, ils en ont un peu marre, et je les comprends, du cheminot bashing, en quelque sorte. Moi, je les aime, les cheminots. Je vois comment ils se dévouent, je vois comment ils bossent. Il faut sortir de cette dette qui empêche d'investir 48 milliards et retrouver avec les cheminots un projet d'avenir, un projet d'entreprise publique d'avenir. Et ça, on va arriver à le construire. On va y arriver avec les cheminots, on va le construire ensemble avec les régions qui sont des partenaires importants, mais il restera bien sûr toujours les agitateurs qui veulent se saisir, prendre en otage ce débat pour faire de l'anti-Macron primaire. Marie Lebec, alors il y a de l'anti-Macron primaire qui s'exprime.
primaire, pardon. Je vois pas non plus forcément de convergence des luttes dans tout ça. Je trouve qu'en plus ça nuit, ça ne fait que nuire au message que les cheminots essayent de porter. Leur grève est légitime. Moi, je trouve que c'est dommage d'aller faire grève pendant que la négociation est encore en cours et avant même qu'on sache quel sera le contenu définitif de ce qui aura été négocié avec les partenaires sociaux. Mais il n'y a pas de convergence des luttes et il n'y a pas non plus d'opposition. Qu'est-ce que vous répondez à Fabien Di Filippo qui vous a quand même interpellé un petit peu sèchement là tout à l'heure, oui. Oui, non, mais il m'interpelle. Mais enfin, je sais pas, moi j'attends de connaître les propositions des Républicains. Encore une fois, on était en commission des affaires économiques, il n'y avait pas d'amendement des Républicains dedans. Donc, vous savez, si on doit répondre dans les grandes lignes, l'objectif c'est quand même, effectivement, il y a un enjeu autour de la dette. L'État s'est engagé à reprendre une partie de la dette, puisqu'on est d'accord que c'est le résultat. On n'est pas en train de pointer du doigt en disant c'est l'encadrement, c'est les cheminots, c'est le gouvernement. Je pense que c'est le résultat d'une politique qui peut-être pendant un temps a été considérée comme bonne en favorisant le développement du TGV, mais qui a été extrêmement onéreuse. Mais les négociations ne sont pas. Mais je ne suis pas du tout dans l'opposition vis-à-vis de. Enfin, je veux dire, c'est juste effectivement le service est dégradé. On investit toujours plus d'argent dans la rénovation des lignes et ça ne répond pas au service. Donc l'État s'est engagé. Quand et qui va payer ? La négociation est encore en cours, Monsieur Di Filippo, entre la ministre et les partenaires sociaux. Par ailleurs, sur les enjeux autour du statut, on s'est engagé, mais je l'ai déjà dit à Monsieur Larrivé tout à l'heure. Il y a excusez-moi, c'est dans le cadre de la SNCF. Il y a ceux qui resteront au sein de la SNCF, qui ne perdront pas leur statut. Il y a ceux qui basculeront vers le privé, qui partiront avec le sac à dos social, qui garantit notamment le régime des retraites, qui garantit la sécurité de l'emploi, qui garantit le maintien des transports et de la médecine. Et puis il y a ceux qui vont arriver à l'avenir, les futurs cheminots, et à qui on a demandé à la SNCF, et notamment avec les partenaires sociaux, de définir une convention collective qui soit de qualité, qui soit attractive pour le métier, pour justement attirer les professions. Mais vous me regardez avec un sourire, Fabien Filippo, Marie Lebec, non Entre, effectivement, ce qui n'est pas encore négocié, ce qui reste très flou, et on le voit dans les propos de la ministre, et ce qui n'a aucun rapport avec les défis que j'ai soulevés, je demande qu'est-ce qu'elle apporte, cette réforme, en quoi elle résout les difficultés de la SNCF. Et on en revient à ce qu'on disait, qui est validé désormais, qu'il s'agit d'une réformette pour la communication, la France est dans la rue, est à la rue, mais c'est une réformette. Est-ce qu'on est capable de m'expliquer en quoi cette dette, hormis le fait que le contribuable va la reprendre et la payer, en quoi cette réforme résout le problème de la dette de la SNCF? Soyons sérieux, soyons très clairs ce soir. Il y a quand même aussi il y a un troisième point, vous savez, c'est l'ouverture à la concurrence, c'est-à-dire définir pour quel modèle les partenaires TGV pourront accéder aux lignes à grande vitesse et comment les autorités organisatrices vont gérer les transports en région. Qui était déjà acté avant. Allez, 21h40 sur France Info, ne vous inquiétez pas, nous allons poursuivre dans un instant le retour de l'info avec vous, Marie Rouarche. Des violences à Paris en marge de la manifestation de soutien aux cheminots. Échange tendu entre une centaine de manifestants cagoulés et des CRS entre la gare de l'Est et Saint-Lazare. Plusieurs vitrines de magasins ont été brisées. 2700 personnes ont participé à cette manifestation. Selon la police, des étudiants de Tolbiac s'étaient joints au cortège après avoir voté le blocage illimité de leur fac contre la réforme de l'accès à l'université. La grève contre la réforme de la SNCF se poursuit demain et comme aujourd'hui, les gares devraient rester plutôt calmes, privées de voyageurs et de trains, avec seulement un TGV sur 7 en circulation, un TER et un Transilien sur 5. L'association Aide appelle au boycott de l'application Grindr dédiée aux rencontres homosexuelles. Elle aurait laissé des entreprises extérieures avoir accès aux données personnelles des utilisateurs, y compris leur éventuelle séropositivité. Grindr répond que les usagers ont le choix de mentionner ou pas cette information sur leur profil. C'est un premier pas vers l'extradition de Carles Puigdemont vers l'Espagne, 10 jours après l'arrestation de l'ancien président indépendantiste de la Catalogne dans le nord de l'Allemagne. Un magistrat a reconnu la validité en droit allemand des poursuites espagnoles et demandé son maintien en détention. La décision finale revient à un tribunal qui a 2 mois en tout pour statuer. À La Réunion, le piton de la Fournaise s'est réveillé. Le volcan est entré en éruption ce matin. Une éruption de petite ampleur. La lave s'écoule dans un secteur inhabité. Le piton de la Fournaise est un des volcans les plus actifs au monde avec en moyenne 2 à 3 éruptions par an. France Info. 21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Alors Michel Larrive évoquait à l'instant les autres secteurs en lutte. Y aura-t-il une convergence des luttes, comme on dit? La SNCF serait également une sorte d'emblème de la capacité de ce gouvernement à réformer, une vraie bataille politique en tous les cas. C'est ce que explique l'ancien ministre des Transports Dominique Bussereau, qui était l'invité des 4 vérités sur France 2 ce matin.
La bataille aujourd'hui qui se joue, c'est celle de l'opinion. C'est une bataille politique. Je pense qu'une bataille fondamentale pour le président de la République et pour le gouvernement. Jusqu'à présent, la vie politique pour eux a été un long fleuve tranquille, malgré quelques aspérités, malgré les attentats et autres soucis naturellement. Aujourd'hui, c'est une vraie bataille politique parce que c'est une vraie réforme. Elle est structurelle et soyons clairs, nous-mêmes, quand nous étions dans la majorité, nous n'avons peut-être pas eu la détermination d'aller aussi loin que le propose le gouvernement actuel. Donc Bruno Cotresse gare au cliché, mais c'est la mère de toutes les batailles. Et je suis frappé, je trouve que Dominique Bussereau a un meilleur sens politique que la ministre. Au fond, il vient de dire très clairement les choses, c'est une bataille politique. La ministre dénonçait tout à l'heure la politisation. Moi, je suis toujours surpris quand j'entends un ministre dire ça. La politisation, c'est l'essence même de la politique et du débat politique. Aucun d'entre nous ici ne serait autour de cette table s'il n'y avait pas une intense politisation du débat public en France. C'est l'essence même de la politique, la politisation. Et il en va de la qualité de la démocratie, justement, et de son côté vivant, des alternances, etc. Alors effectivement, on est dans un moment qui est extrêmement important. La convergence, c'est aussi un peu un cliché, d'une certaine manière. C'est aussi un élément un peu mythique de notre culture politique. Mais par contre, je dirais qu'on voit quand même une accumulation de signaux plus ou moins forts qui viennent de différents secteurs professionnels et qui montrent que progressivement, eh bien, un travail d'opposition, quel que soit le nom qu'on lui donne, ou les porteurs de ce travail d'opposition, mais un travail d'opposition est en train de se faire en France. Et là aussi, c'est un travail d'opposition, Bruno Cotresse, ou l'accumulation de mécontentement? C'est progressivement, je pense, le jeu tout à fait mécanique de l'exercice du pouvoir. Emmanuel Macron recevra de plus en plus de critiques au fur et à mesure de l'exercice de son mandat. Il sera battu un jour dans une élection, où la République En Marche sera battue dans des élections. Et c'est tout à fait le jeu de la démocratie. Et progressivement, au fur et à mesure que le pouvoir déploie ses projets, eh bien sûr, il développe des tendances à se faire critiquer, et de nouveaux acteurs vont émerger. Donc je pense que c'est le jeu tout à fait démocratique. Par contre, je trouve que pour le moment, on a le sentiment un peu de patauger un peu dans les difficultés, c'est-à-dire de ne pas arriver à ressourcer ce fameux dialogue social, à avoir ce fameux modèle de consensus. Qu'est-ce qu'il manque un déclic aujourd'hui? Des gens arrivent à progressivement dialoguer autour d'enjeux extrêmement importants, et on est toujours pour le moment dans un jeu, ce que les économistes appellent un jeu à somme nulle. Celui qui est au pouvoir dit qu'il a raison sur tout, celui qui est dans l'opposition dit qu'il a les solutions sur tout. Et pour le moment, on n'arrive pas à avoir cette fameuse démocratie de consensus qui progressivement est le projet d'Emmanuel Macron. Michel Larive, vous êtes un peu partie prenante dans cette incapacité à peut-être à faire avancer les choses aussi, d'après ce que dit Bruno Cotresse. Si vous voulez que je vous fasse des propositions, je vais vous en faire. Mais moi, j'entends ce que vous dites, monsieur, vous avez tout à fait raison. Et là, en ce moment, le système Macron, il est dogmatique. Le dogme, c'est nous n'écouterons pas la rue. Et effectivement, monsieur Bussereau le disait, il va beaucoup plus loin que ce que faisaient les Républicains lorsqu'ils étaient au pouvoir. Donc, effectivement, c'est un dogme. On n'écoutera pas la rue. Des solutions, il y en a. L'Allemagne a publicisé sa dette en 1994. Vous pouvez le faire. Les cheminots n'ont pas de privilèges, ils ont des droits. Et nous devrions nous battre pour avoir les mêmes droits. Et vous savez, quand vous dites comme ça que les retraites coûtent cher, c'est faux. Les retraites, elles sont en train depuis la réforme de 2008, de s'aligner vers celles des fonctionnaires. Et quand on a une assurance maladie favorable, c'est parce qu'il y a un reste à payer plus faible et un tiers payant en vigueur. Bien sûr, ils cotisent plus. Et la SNCF cotise plus. Donc ce sont des droits. Nous devrions nous battre pour avoir les mêmes droits dans tout le reste. Et derrière, monsieur, vous avez tout à fait raison. C'est un choix de vie, c'est un choix politique. C'est effectivement ce qui se passe. Nous faisons un autre choix. Un choix de solidarité qui n'est pas celui d'Emmanuel Macron et de son gouvernement. Et c'est éminemment politique, effectivement. Et c'est pour ça que nous allons nous battre tout le temps lorsque le service public sera attaqué. Et nous, avec tous les gens, avec tous les syndicats, et les luttes et la nation et les services publics n'appartiennent à personne, mais à tout le monde. Marie Lebec, répondez-vous à Michel Larive de la France Insoumise. Est-ce que vous pensez que vous êtes face à une sorte de somme d'opposition et peut-être un mur un peu difficile à franchir? Mais bien sûr, mais parce que c'est effectivement, je pense que M. Cotresse l'a très bien rappelé, c'est le jeu de l'exercice du pouvoir et c'est effectivement, on est dans un temps où il faut convaincre, ce qui nous, je pense, conforte dans le fait de dire il faut absolument qu'on privilie. Est-ce qu'il y a trop de réformes en même temps? Il y a un problème de pédagogie?
Oui, mais c'est un choix, pour le coup, c'est un choix politique d'aller assez vite parce que, effectivement, on a une échéance dans 5 ans où il faudra qu'on montre aux Français qu'on a réformé et qu'on a tenu les engagements auxquels on était fait. Après, moi, je ferai une petite différence entre, effectivement, c'est une décision politique, on acte le fait qu'on met en place une réforme qui a été portée au niveau européen sur le 4e paquet ferroviaire, qu'on pense aussi que l'ouverture à la concurrence, c'est une force pour la SNCF puisque c'est la possibilité d'innover, c'est la possibilité d'appréhender le métier autrement. Par contre, je dirais que c'est très différent de parler de politisation, c'est-à-dire où on rentre dans des sujets, de nous faire croire que on essaye de casser le statut des cheminots, ou on essaye de pointer du doigt le statut des cheminots, ou on n'est pas à l'écoute, alors qu'il y a eu 70 négociations qui ont été menées par la ministre François. Pour moi, c'est très différent de dire oui, on assume politiquement, on ouvre, on veut ouvrir à la concurrence, et la politisation qui consiste à dire oui, alors on pointe des coupables du doigt, des responsables, et puis on essaye de monter les uns contre les autres, ce qui est pour moi quand même de sujets très différents. Fabien Di Filippo, est-ce qu'il y a le spectre de 95 qui se profile ou là on ne parle que de la SNCF, pointe à la ligne? On verra bien les dispositions dans lesquelles arriveront à avancer le gouvernement, mais il y a 2 choses qu'il faut relever quand même dans ce qu'a dit M. Cotresse. La première, c'est qu'effectivement, on peut que regretter pour l'instant la facilité à laquelle recourt le gouvernement et Emmanuel Macron en parlant de politique pour qualifier toutes les oppositions, comme si c'était un peu dédaigneux. Et on voit bien qu'aujourd'hui, on a un fait nouveau en France, qui est la prise de pouvoir d'une certaine technocratie complètement hors sol et déshumanisée. Et la deuxième chose intéressante que je voulais relever, c'est effectivement, vous l'avez dit, on rentre dans un schéma habituel avec Emmanuel Macron. Qui essaye de stigmatiser certaines oppositions, à rebours de la modernité de l'écoute qui était promise. Mais vous pensez à quoi précisément quand vous dites qu'il essaie de stigmatiser, par exemple? Quand on voit le sort qui est fait aux gens qui osent émettre sur différents textes un avis différent, qui sont repoussés vers les extrêmes ou qui sont qualifiés de mots parfois pas très avantageux, c'est ça que je veux dire. Il devrait faire preuve de plus d'humilité et parfois écouter les oppositions, notamment sur des sujets maintenant sur lesquels on se rend compte qu'on avait eu raison de s'opposer. Je pense à la CSG, je pense à la loi terroriste. Je pourrais vous faire une liste de tous les textes qui ont été abordés. Et entre des réformes qui sont annoncées et des réformes qui changent le quotidien des Français, il y a une vraie différence. Et aujourd'hui, ce cap-là, il n'est absolument pas franchi par la majorité actuelle. Vous voulez dire quoi? Il faut toujours du temps pour quand une réforme, quelle que soit la majorité au pouvoir, s'applique. Il y a toujours un petit moment de décantation quand même, non? Le problème, c'est aujourd'hui justement l'écart abyssal est de plus en plus grand entre les promesses faites par le pouvoir. Et j'en prendrai juste un seul exemple, l'augmentation du pouvoir d'achat qui était promise et le fait que depuis le 1er janvier, les Français se rendent bien compte, quand ils voient leur CSG, quand ils vont faire le plein, que leur pouvoir d'achat a baissé et on dit moins 4,5 milliards quand même en 2018. Donc ça, c'est des réalités très concrètes, bien à rebours, si vous interrogez les gens, des promesses qui avaient été faites. On fera du concret, je vous le promets, dans un instant, 21h50 sur France Info, le retour de l'info, Marie Rouarche. 34% de grévistes aujourd'hui à la SNCF, chiffre communiqué par la direction ce soir. Il devrait être à peu près similaire demain. Les prévisions de trafic en tout cas sont assez proches de celles d'aujourd'hui. Toute petite amélioration du côté des TGV, 1 sur 7 en circulation, un TER et un Transilien sur 5. Et la grève aura encore des répercussions sur le trafic jeudi. La grogne sociale, elle se voit aussi avec le mouvement étudiant contre la réforme de l'accès à l'université. Il s'étend. Plusieurs facs sont désormais bloqués à Toulouse, Bordeaux, Montpellier, Nice, Nantes, Poitiers ou encore Paris. Et puis 4e jour de grève en un peu plus d'un mois pour les salariés d'Air France qui réclament une hausse des salaires de 6%. Donald Trump veut envoyer l'armée à la frontière avec le Mexique. Le président américain la juge poreuse à cause, selon lui, du laxisme des autorités mexicaines et des décisions de son prédécesseur Barack Obama. Présence de l'armée jusqu'à ce que le mur que Donald Trump a promis soit en place. Pas de preuve que le poison utilisé contre Sergei Skripal a été fabriqué en Russie. L'aveu d'un chef d'un laboratoire militaire britannique chargé des analyses de cette substance. Selon lui, le Royaume-Uni s'est basé sur d'autres sources pour désigner la Russie comme responsable de cette attaque. L'embellie pour le tourisme en France, 429 millions de nuitées enregistrées en 2017 selon l'INSEE, c'est 5,6% de plus qu'en 2016, à un niveau record. Le gouvernement estime le nombre de visiteurs étrangers à 89 millions, un chiffre pas encore définitif. Les Britanniques et les Américains sont les plus nombreux. France Info.
21h, 22h, tout est politique. Jean-François Aquili. Merci Marie Rouarche. Nous allons terminer avec du concret. Tiens, c'est dans ce contexte social très agité que le secrétaire d'État auprès du ministre des Comptes publics, Olivier Dussopt, invité de France Info ce matin, a confirmé à Jean-Michel Apathy que le gouvernement ne comptait pas revaloriser le point d'indice servant au calcul de la rémunération des fonctionnaires. Il s'en est expliqué donc. Le point d'indice, c'est d'abord la composante de base de la rémunération des fonctionnaires. Et lorsqu'on procède à une augmentation générale du point d'indice, le rapport, le bénéfice pour les agents est extrêmement bas et le coût collectif est extrêmement haut. Je vous donne un chiffre pour illustrer. Lorsque le gouvernement décide d'augmenter le point d'indice de 1%, cela coûte 2 milliards d'euros de dépenses publiques. Et pour un salarié, un agent public, qui a un salaire net de 2 000 euros par mois, et ils ne sont pas tous à ce niveau-là, c'est un gain de 15 euros. Donc on a un coût très important pour un rendement, un rapport individuel très bas. Donc vous n'y touchez pas, il reste gelé. Il a été gelé de 2010 à 2016. Augmenté de 2 fois 0,6% entre 2016 et 2017. Nous considérons qu'il vaut mieux travailler sur des mesures catégorielles, sur des questions liées à l'avancement, à l'évolution de carrière des agents, pour mieux les reconnaître. Michel Larive, que dites-vous quand vous entendez le ministre ? C'est dramatique d'entendre quelque chose comme ça. Il est en train d'expliquer que c'est pas bien d'augmenter les salaires, que les gens veulent pas que leur salaire augmente. Enfin, vous avez raison, hein. Ils sont hors sol. Il y a quelque chose qui se passe là. Il va falloir entendre les gens. Si les gens veulent que leur salaire augmente, il faut augmenter le point d'indice des fonctionnaires, voyons. C'est évident. Quand il nous explique que les fonctionnaires ne voudraient pas que leur point d'indice augmente, mais je sais pas où ils voient. Enfin, il y a quand même un énorme problème. Oui. Marie Lebec, est-ce que leur tourne ? Qu'est-ce que vous répondez à Michel Larive sur ce sujet ? Est-ce que au fond, non, mais il parle pas de pas augmenter les salaires. Il dit il faut réfléchir. Il faut réfléchir différemment à des mesures plus catégorielles en travaillant sur l'avancement de carrière, sur de la reconversion vers d'autres types de postes, sur de la formation. Vous voyez, on a vraiment deux. C'est deux vues de société absolument différentes, madame. Là, vous êtes en train de diviser. Vous êtes en train de diviser le point d'indice, c'est pour les fonctionnaires. Et là, vous êtes en train d'essayer de sectoriser, de diviser pour pouvoir mieux après stigmatiser et pour pouvoir dire effectivement, regardez, on est tous le cheminot de quelqu'un. Avec ce que vous faites, on est tous le cheminot de quelqu'un. C'est un aveu de faiblesse assez terrifiant. C'est un aveu de faiblesse assez terrifiant de la part de monsieur Dussopt, qui pourtant a le zèle des convertis au macronisme, mais qui nous dit qu'effectivement, puisqu'ils n'ont pas le courage de faire des vraies réforme en ce qui concerne la fonction publique, on en est réduit à continuer de geler le point d'indice. Je rappelle qu'il y avait une promesse de la part d'Emmanuel Macron qui consistait à diminuer de 120 000 le nombre de fonctionnaires et que cette année, en tout et pour tout, dans le périmètre des administrations étatiques, il y a 324 postes en moins. Donc forcément, avec 2200 milliards de dettes, quand on n'est pas capable de faire les efforts courageux et nécessaires, on se retrouve à gérer ce genre de situation. Bruno Cotresse. Petite contradiction que je soulève respectueusement pour le secrétaire d'État. Expliquer que c'est marginal pour un agent public de recevoir 15 euros de plus, alors que la communication gouvernementale sur le pouvoir d'achat consiste à dire que 20 euros de plus, c'est très bien. Donc, petite contradiction. Par ailleurs, moi-même fonctionnaire, j'observe quand même que la question de nos rémunérations sont une variable d'ajustement surutilisée depuis très longtemps, car si on prenait au cours des 10-15 dernières années le nombre de fois où le fameux point d'indice des fonctionnaires a été gelé, ou sa revalorisation retardée, et dans la fonction publique, on se demande qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça. Marie Lebec, sur la réforme en général, sur la pédagogie de la réforme, on peut mieux faire, il y a du progrès à faire, ou il y a trop de choses en même temps. Finalement, c'est quasiment une mission impossible d'expliquer cela, notamment sur un plateau de télé comme ce soir ou de radio. Sur la réforme, moi je trouve que c'est pourquoi j'ai rejoint Emmanuel Macron, c'est justement pour la dynamique et lutter contre l'immobilisme, les guerres de... Non mais ceci dit, je reconnais que les LR et la France Insoumise ont largement tendance à fusionner dans l'hémicycle, donc on ne sait plus tellement, mais... vous pourquoi des convergences de lutte. Moi j'ai jamais vu autant les LR applaudir la France Insoumise. Moi j'aime beaucoup votre humour. Ce que je constate, c'est ce pourquoi j'ai rejoint Emmanuel Macron, c'est pour que les choses évoluent en France. Oui, mais c'est n'importe quoi, la je suis à un âge où on rentre dans la vie active, où
on se projette. Et moi, j'étais désespérée par le nombre de jeunes Français qui me disaient il n'y a pas d'opportunité en France. Aujourd'hui, voilà, pour reparler des chiffres de l'attractivité, parce que ça m'a frappé, c'est une dynamique. Les États-Unis sont de retour en France. On est le deuxième pays qui a le plus d'investissements après l'Allemagne. Donc c'est une super dynamique. Moi, c'est ce sur quoi j'ai envie de vous remerciez le ciel, mais ce n'est pas grâce aux réformes d'Emmanuel Macron. Mais bien sûr que si. Mais Monsieur Di Filippo, le nombre d'investissements a augmenté dans les 6 derniers mois de l'année 2017. Vous vouliez combattre l'immobilisme, il est où en la matière avec ce qu'on vient d'entendre de Monsieur Dussopt? On n'a rien de plus immobile que de poursuivre le gel du point d'indice des fonctionnaires et de leur dire que non, 180 € par an, ils peuvent tranquillement s'asseoir dessus. Mais vous entendez ce que vous dites là, après le dogme, là vous êtes dans la dynamique, en fait vous créez une religion ou quoi? À un moment donné, on se demande, parce qu'il n'y a rien de structuré dans ce que vous dites, vous ne savez pas sur quoi vous allez vous baser, vous dites dynamique, on entend libérer les énergies, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Moi je suis vraiment abasourdi quand on m'explique que c'est pas bien, que les gens vont dire que c'est pas bien de leur augmenter le salaire. Il faut quand même, il va falloir qu'on m'explique. Vous reviendrez pour répondre à tout ça, hein. On refera d'autres émissions, il y a le temps, il y a des mois et des années devant nous. Merci Marie Lebec, merci Fabien Di Filippo, merci à vous Michel Larive, merci à Bruno